Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdomadaire sur tendanceouest.com et toutes les applis Tendance Ouest ainsi que sur YouTube, sur la chaîne Tendance Ouest. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du foot en Normandie et pour parler du ballon rond au HAC, du ballon rond au Stade Malherbe et du ballon rond aussi, vous allez le voir en Coupe de France et dans les coulisses de la Ligue de Normandie. Les trois mousquetaires sont avec nous aujourd'hui. Le premier d'entre eux, Julien Caillard d'RTL. Salut Julien. Salut. Le second, il va être là pour parler, des problèmes du HAC et des ciels et marines. Malheureusement, il préférait que ça se passe mieux. C'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour messieurs. Et Christophe Lécuyer d'RMC Sport est en notre compagnie aussi. Salut Christophe. Salut Sylvain, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir, messieurs. On va commencer avec l'actualité du HAC. Une fois n'est pas coutume. Des Havrais, Adrien Casanova. On va pas se mentir, qui ont extrêmement déçu le week-end dernier en s'inclinant lourdement au Paris FC 3-0. L'analyse de ce match, qu'est-ce qu'on peut en conserver de cette rencontre des Havrais, Adrien ? Pas grand-chose. Ça a été un non-match de la part des Havrais. 3-0, il n'y a pas photo. Justement, les Célébarides ont fait illusion. C'était les mots de Paul Le Guen en conférence de presse d'après-match. Illusion pendant une demi-heure. Et puis après, ça a été un naufrage collectif. Un premier but du Paris FC. Et puis le Havre n'a jamais semblé en mesure de réagir ensuite. C'est dommage que le HAC avait la possibilité de repasser justement dans cette partie haute du classement. On avait parlé de ce match comme un match un peu décisif avant la trêve internationale pour se mettre dans le bon wagon. Le Havre n'a pas su tirer profit de cette opportunité et se retrouve maintenant en deuxième partie de tableau. C'est vraiment regrettable. Et ça provoque la colère des supporters havrais, parce que je les ai suivis sur les réseaux sociaux, vous aussi Adrien et vous aussi chers confrères Julien et Christophe, notamment les supporters qui fabriquent la jolie petite émission activiste. Ceux-là s'en sont donnés à cœur joie hier. Est-ce que vous comprenez, Julien Caillard d'RTL, que les supporters soient déjà blasés au bout de 6 journées ? C'est un éternel recommencement au HAC finalement ? C'est surtout que les supporters, il y a 6 mois, ils étaient en droit de se dire qu'ils allaient pouvoir préparer ce championnat avec une équipe ultra compétitive. Il y avait eu la vente de Tino Kadewere, il y avait la promesse d'un mercato qui serait intéressant, la promesse d'arrivée de joueurs sans doute d'un haut niveau grâce aux finances dégagées par la vente de Kadewere. Et au final, ils voient une équipe qu'on est déjà à 3 défaites, alors qu'on sait que pour jouer le top 5, il va falloir finir la saison avec au maximum 10 ou 11 défaites. Donc effectivement, ils sont inquiets, ces supporters havrais, je les comprends. Et je les comprends d'autant plus qu'au final, je me demande si cette équipe, elle est au niveau de la saison dernière. J'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle est plus forte que la saison dernière, cette équipe ? Moi, je crois que non. Et donc, dans ces conditions, difficiles d'envisager qu'elle puisse jouer le haut de tableau à court terme. Aujourd'hui, elle en est loin. Est-ce qu'elle sera capable de jouer ce top 5 ? Je lui souhaite dans les semaines à venir. Mais compte tenu de ce qu'a été son mercato, compte tenu de ce qu'est son début de saison, compte tenu de ce qu'est son attaque après le départ de Tino Kadewere, on va voir si la recrue qui arrive va être capable de venir combler ce départ de Tino Kadewere. Compte tenu de tout cela, je me demande un petit peu où va le HAC. Et en tout cas, cette armada qu'on annonçait favorite dans la course à la montée il y a 6 mois, parce qu'on imaginait qu'elle serait capable de construire une équipe de feu, et cette armada-là, elle n'est pas prête. Christophe Lécuyer d'RMC Sport, vous suivez les Havrais autant que les Canets pour votre média. Cet éternel recommencement dont on parlait, cet agacement des supporters dès la 6e journée, vous êtes comme Julien Caillard, vous le comprenez finalement ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression que les années se suivent et se ressemblent, quoi. Donc, vous savez, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que Vincent Volpe, je crois, se pose vraiment les questions de ce qu'il veut faire du club, parce que voilà, il a essayé d'amener un vent nouveau lorsqu'il a pris la présidence du Havre, mais à un moment donné, si vous voulez franchir le palier, je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens, et on l'a vu dans d'autres clubs que le Havre. À Rennes, c'est pas parce que François Pinault est arrivé que du jour au lendemain, c'est pas parce que vous changez d'actionnaire et de président que qu'en un claquement de doigts, vous avez comme ça subitement des ambitions. Il faut mettre les moyens, et on sait qu'il a la fibre pour le foot féminin aussi, Vincent Volpe, et c'est très bien, mais à un moment donné, s'il veut que son équipe première elle retrouve l'élite du football français, je pense qu'il va falloir qu'il ait une vraie équipe compétitive digne de ce nom, capable de jouer véritablement les premiers rôles dans ce championnat. Sinon, il va se passer ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'est qu'il y aura toujours des moments dans la saison où on se dira « Ah, c'est peut-être finalement la saison des Havrais » et puis
Ben finalement non, parce que cette équipe elle est inconstante et elle est incapable d'avoir des résultats dans la régularité. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, on est du côté de chez Paul Le Guen, dans cette espèce d'agacement aussi, on le sent. Paul Le Guen, il a demandé tout au long du mercato à réussir à avoir des joueurs, il a invité à la patience, puis là, on le sent irrité quand même. Il est au-delà du fait que ces joueurs soient passés au travers samedi dernier à Paris, c'est déjà une fâcheuse tendance qui l'irrite vraiment, l'entraîneur. Oui, il y a de quoi, il a raison, puisque il pourrait, comme le disait Julien tout à l'heure, la vente de Tino Kadewere, il y a eu 6 mois, enfin même plus, maintenant on est à 10 mois quasiment, entre ces deux périodes, 10 mois pour préparer cette nouvelle saison, et puis il n'a pas eu les joueurs qu'il attendait, qu'il souhaitait, en tout cas des joueurs capables de pallier le départ de Tino, et puis capables de porter ce Havre vers les sommets du classement de la Ligue 2. Donc oui, il y a de quoi s'agacer, c'est logique, et puis en fait, il voit que même lui n'arrive pas en fait à donner ce petit talent en plus au Hack pour justement avoir casser ce refrain qui se répète continuellement, et en fait ce Havre qui est inconstant, qui enchaîne les séries de 2 victoires et puis 3 défaites, enfin voilà, ça se répète depuis plusieurs saisons. C'est aussi ce qui explique que le Havre, malheureusement, depuis plusieurs saisons en Ligue 2, n'arrive pas à franchir ce petit cap, à retrouver cette forme qui lui permettrait de retrouver la Ligue 1. Et oui, Paul Le Guen n'arrive pas à trouver cette petite chose en plus, et je pense que c'est pour ça aussi que lui est agacé, irrité. Julien Caillard, est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Lécuyer quand il dit c'est au président maintenant de savoir ce qu'il veut faire du club? Mais c'est complètement ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi chaque mercato semble remplir les caisses et affaiblir l'effectif. Voilà ma question. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la stratégie. Voilà. Mais c'est un problème, ça, sérieusement, parce que ça veut dire que l'argent, il est là et qu'on ne le dépense pas. Je ne sais pas, il y a 12 millions hors bonus que rapporte Kadewere, et votre mercato estival qui suit, il consiste à dépenser 0 € dans les transferts. Il y avait quoi? Il y avait un trou avant? Il y a trop de masse salariale, Christophe Lécuyer? On veut bien de la gestion de père tranquille, mais là, c'est presque aller dans le mur quand même. C'est presque condamner son équipe à une nouvelle saison en Ligue 2. Mais oui, enfin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sans aucune animosité, on peut s'interroger sur la stratégie du président, parce que autant, voilà, il y a des objectifs à Caen qui sont ceux d'un fonds d'investissement et on les connaît d'emblée, autant Vincent Volpe, je suis pas sûr qu'il ait pris la présidence du Havre pour en tirer de quelconque bénéfice. Donc effectivement, l'idée c'était plutôt d'amener une ambition nouvelle. Donc il y a 2 choses. Effectivement, il y a ce qu'il résulte de la vente de joueurs, on citait Kadewere évidemment, et puis il y a les moyens aussi que le propriétaire du club peut mettre. Subitement, je prenais l'exemple du Stade Rennais tout à l'heure, Rennes va bien, est en tête du championnat, elle dispute la Ligue des Champions, mais Rennes vient de faire un mercato record. Ça fait des années que les supporters bretons réclamaient au propriétaire, à François Pinault, de mettre la main au porte-monnaie pour avoir des ambitions. Vous pouvez pas vouloir et ne pas faire. Et je pense qu'à un moment donné, si Vincent Volpe il veut véritablement aller en Ligue 1 avec son équipe première, non seulement il faudra effectivement réinvestir le produit de la vente des joueurs, mais il faudra aussi mettre clairement la main au porte-monnaie. Vous avez beau mettre qui vous voulez en entraîneur, si l'équipe, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe du Havre, elle n'est pas plus compétitive qu'elle ne l'est en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de certitude de monter à la fin de la saison. Ça ne veut pas dire que vous ne monterez pas, mais ça veut dire que vous aurez de la certitude. En tout cas, le Havre n'est pas dans le match en ce moment, ça c'est la vraie certitude. Justement, vous me passez le relais, messieurs, vers le deuxième sujet hack de cette émission, le sujet mercato dans ces conditions. On en fait quoi comme bilan, Julien Caillard d'RTL? Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'enchaînement. Vous compariez Le Havre à Caen, mais c'est très intéressant. Il y a 6 mois, vous pouviez vous dire Le Havre a une structure solide, est économiquement solide, peut avoir des ambitions, et en face, vous aviez une équipe qui n'avait pas d'argent, qui était au bord du gouffre, qui avait besoin de changer de gouvernance, de changer de président, de construire un effectif. Et au final, 6 mois plus tard, vous vous dites que les 2 clubs ont fait un mercato très comparable et que le meilleur des 2, c'est peut-être celui de Caen. C'est invraisemblable. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, c'est invraisemblable vu du nord de la Seine? Oui, tout à fait. J'ai du mal à vraiment à qualifier ce mercato. C'est quoi? C'est les agents? C'est quoi, messieurs? On est dans un problème de pool d'agents. On ne sait plus travailler avec certaines maisons qui ont les joueurs. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème, Adrien?
Je sais pas, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Je pense pas que ce soit un problème d'agent, puisque je pense que quand on a l'argent, on peut voilà, globalement avoir les joueurs que l'on souhaite. Non, c'est vraiment le problème, à mon avis, c'est la direction qui fait des choix qui sont plutôt difficiles à comprendre. Alors après, oui, c'est vrai qu'on le disait, il y a ce bilan, il est mitigé, même plus que mitigé, parce qu'il n'y a pas l'attaquant qu'on attendait en tout cas. Alors oui, il y a Khalid Boutaïb qui est arrivé cette nuit, mais c'est pas le grand attaquant qui pourra pallier le départ de Tino Kadewere, pardon. Je ne pense pas. Alors bon, avec tout le respect que j'ai pour Khalid Boutaïb, il a un certain vécu, il a été meilleur buteur de Ligue 2 il y a quelques années, il a contribué aux belles heures de... C'est quoi, c'est un panic buy, Boutaïb? On est dans les derniers instants du mercato, faut en acheter un pour ça y ressemble, non. Hein. En tout cas, ça y ressemble. C'est un joueur qui n'a plus joué en compétition officielle depuis plusieurs mois. On ne sait pas encore quel est son état de forme. Ça y ressemble vraiment au panic buy. Enfin, juste pour se dire, voilà, on va peut-être essayer de satisfaire les supporters comme ça. Je ne pense pas que ce soit, en tout cas avec ça, qu'ils vont pas se contenter de ça. Ça va pas être réussi là. Quand je disais mitigé, je mets quand même une note intéressante. Il y a Pierre Gibaud, il y a Quentin Cornet. Il y a eu des renforts qui sont arrivés. Ce sont de vrais renforts, eux. De vrais renforts. Ils ont montré qu'ils pouvaient apporter une plus-value depuis le début de saison au HAC. Et en cela, je dis que le mercato est mitigé, parce qu'il y a quand même cette note-là qui est positive, mais par contre, il n'y a pas ce grand attaquant qui, pour moi, pourra pallier le départ de Tino Kadewere, et ça laisse un Jamal Thiaré plutôt orphelin sur le front de l'attaque. Christophe Lécuyer d'RMC, d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'on peut le qualifier de mitigé? Parce qu'il y a quand même 2-3 bonnes arrivées, mais il manque c'est plus, quoi. Cette main au porte-monnaie que vous qualifiez il y a quelques minutes de ça. C'est complètement ça. Je crois que ça fait 5 arrivées, il me semble, en tout, avec Boutaïb. Puis Boutaïb, c'est, encore une fois, on demande à voir. Évidemment, ça n'a pas joué depuis 6 mois. Donc là aussi, on est encore dans l'incertitude. Alors, vous avez jamais... Oui, mais vous avez jamais 100% de certitude, quel que soit le joueur que vous recrutiez. Il peut, hélas, se blesser au bout du... On l'a vu avec l'attaquant vedette de Chambly. Il n'a pas fait un match de championnat qui s'est déjà blessé. Ça arrive, mais vous avez quand même plus de certitude quand vous prenez un joueur qui sort d'une grosse saison, etc. Mais effectivement, parfois, c'est assorti d'une indemnité de transfert. Là, il y a 0 transfert sur ce mercato. Donc autant, oui, je suis d'accord sur les plus-values qu'ont apporté les premiers garçons recrutés cet été, mais on pensait qu'avant la fermeture de ce mercato, il y aurait 1 ou 2 arrivées dignes de ce nom, capables peut-être de donner encore vraiment plus de potentiel à cet effectif. Bon, oui, je suis un peu perplexe, effectivement, quant à ce mercato des Havrais. J'ai un peu de mal à comprendre aussi, mais bon, voilà, on demande à voir. On l'est tous perplexes, effectivement, du côté du Havre Athletic Club. Dans ce mercato, dans ce dernier match au Paris FC, il va y avoir une trêve de 15 jours, là. Adrien, est-ce que vous avez senti les Havrais fatigués par ces 6 premiers matchs? C'est vrai que sur le match, en tout cas, ils n'ont pas semblé au meilleur de leur forme. Mais bon, j'espère pas. 6 matchs, c'est encore peu. La saison est encore longue. Mais de toute façon, qu'il y en a eu beaucoup en match amical. On est parti depuis très longtemps, finalement, parce que la saison en elle-même, elle a débuté depuis 6 journées. Mais réellement, elle a débuté depuis 15-16 semaines. Est-ce que c'est pas le premier creux de la saison sur le plan athlétique? Peut-être que ça peut expliquer justement ce faux pas total de la part des Havrais sur la pelouse du Paris FC. Il y avait quand même, c'était le vide. Faut pas se mentir, c'était le vide au Paris FC. Donc on a vu aucune réaction, on n'a vu aucun esprit. On avait l'impression que des Havrais se faire marcher dessus physiquement complètement. Le Paris FC a été dominateur de la tête aux pieds. Et il y a eu une absence de réponse totale de la part des Havrais. Alors maintenant, il faut profiter de cette trêve pour se ressourcer mentalement, pour travailler aussi physiquement et puis tactiquement. Ça va être aussi à Paul Le Guen de trouver les mots pour remettre un peu son groupe face aux réalités. Le groupe doit retrouver un petit peu de caractère et puis surtout se relever de ce faux pas, puisque là, pour le coup, ils ont montré une image qui est indigne d'un club de Ligue 2 et d'un potentiel candidat au premier rôle. Donc oui, ils vont devoir travailler en tout cas sur ces quelques jours et puis se remettre la tête à l'endroit, ça va être très important. Julien Caillard d'RTL, on a des Havrais qui vont avoir 15 jours là pour, comme vient de le dire Adrien Casanova, se remettre la tête à l'endroit. C'est l'expérience de Paul Le Guen qui doit parler là sur cette période-là où on sort d'une séance difficile, où l'on attaque, et on va y venir, une série de 3 matchs contre 3 candidats au maintien. Donc là, c'est peut-être là qu'il faut jouer maintenant avec Yves Colleux, avec Paul Le Guen. Ouais, complètement. Faut surtout se mettre dans la tête que livrer des prestations comme celles livrées face au Paris FC, ça ne mène à rien. Il faut retrouver un peu de ce qui a fait la victoire contre Nancy. Il faut surtout être dans une volonté de combat, d'abnégation, de courage. Bref, il faut être au taquet, y compris, et peut-être d'abord face aux équipes les plus faibles pour tenter d'emmagasiner le plus de points face à ces équipes-là. On ne peut pas se permettre d'être up and down dans ce championnat de Ligue 2 ultra homogène, on le sait.
Donc oui, il faut profiter de ces 15 jours pour retrouver d'autres valeurs. Juste un mot sur le PFC. Il se trouve que j'ai vu ce match entre le PFC et le Havre. Effectivement, on l'a dit, le PFC a marché sur le Havre. Il va falloir peut-être s'en méfier de ce PFC. Et là, je rebondis sur la Ligue 2 plus généralement. Ça travaille bien avec René Girard. Hein. Ça travaille dur. Hein. Bah ouais, parce que René Girard, mine de rien, il a une équipe moi, qui m'a quand même assez impressionné. C'est vrai que le Havre fait pas un bon match, mais le Havre fait pas un bon match parce que le Havre est battu par nettement plus fort. Et quand on sait qu'en plus, René Girard, derrière lui en tribune, il avait Lamine Gueye, le mec, il a mis 14 buts en N1 l'an dernier, il a fait 7 passes D. On se dit qu'il a un effectif peut-être pour aller loin. Donc, on va pas tirer de plomb sur la comète après 6 journées, mais le PFC, méfiance quand même. Méfiance, ce sera un des futurs adversaires du Stade Malherbe de Caen que l'on va aborder dans quelques secondes. Mais avant cela, le programme du HAC dans les prochaines semaines. Donc vous l'avez compris, trêve internationale ce week-end, reprise par la réception de Châteauroux, puis ensuite déplacement à Dunkerque et réception de Pau. Autant dire que les 2 matchs à Océane seront très très importants dans la quête de relèvement des hommes de Paul Le Guen. Du côté du Stade Malherbe de Caen, destiné totalement opposé le week-end dernier, victoire des Canets, vous l'avez peut-être vécu en direct sur tendanceouest.com et sur les applis Tendance. 1-0 face à Amiens. Christophe Lécuyer, on a assisté à un match en 2 temps du Stade Malherbe de Caen, mais j'ai presque envie de dire à chaque fois avec du positif dedans. Ouais, alors déjà, il était très content, Pascal Duprat. On l'a vu métamorphoser par rapport à 2 semaines plus tôt face à Chambly. En même temps, c'est logique, c'était le néant face à Chambly. Bon, on a vu mieux quand même comme match de Ligue 2 que le match contre Valenciennes, je pense, hein, évidemment. Pascal Duprat a beaucoup vanté le match de son équipe. Bon, c'est vrai qu'on a retrouvé une âme, on a retrouvé enfin un match aussi avec des situations, avec des occasions. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, il y en a eu un. Il suffit au bonheur des Canets, mais on a quand même eu pas mal de situations franches sur cette rencontre-là. Il y avait des joueurs qu'on avait envie de revoir à leur meilleur niveau. Je prends l'exemple de Jesse Deminguet. C'est pas le Jesse de l'année dernière, mais il y a eu quand même du mieux. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments positifs. Et puis, il fallait surtout regagner. Fallait regagner après, effectivement, ce match nul très décevant face à Dornano face à Chambly. Cette défaite, certes frustrante selon Pascal Duprat, une semaine plus tôt, mais il fallait gagner, il fallait renouer avec le succès à Dornano. Malherbe l'a fait. Malherbe reste dans la course, dans la roue des leaders. Donc voilà, objectif atteint. On va dire qu'on s'en contente, en tout cas pour cette fois-ci. Le bilan, Julien Caillard, du Stade Malherbe de Caen après 6 journées, quel est le vôtre ? Franchement, il est bon. Il y a 6 mois, on n'avait plus de club quasiment. Et là, on est 4e de Ligue 2. On a une gouvernance, des actionnaires, Olivier Piqueux comme président, un mercato qui n'est pas si mal que ça alors qu'on s'était dit qu'il ne se passerait rien, un entraîneur qui sait gérer ce type de championnat, une équipe qui, au-delà de sa capacité à ne pas prendre de but, montre surtout des valeurs qui sont irréprochables et qui donnent envie de l'aimer, cette équipe. Des valeurs de combat, des valeurs de courage, des valeurs d'abnégation, des valeurs de solidarité. Elle est 4e de Ligue 2 aujourd'hui. C'est miraculeux. Il y a 6 mois, personne n'aurait cru à ce type de scénario. Si on avait dit, voilà où on en serait aujourd'hui, non, tout le monde aurait rigolé. C'est évident. Donc le truc, il est plutôt bien engagé. Et encore une fois, moi je trouve qu'au-delà des résultats, cette équipe, elle donne envie de la suivre, elle donne envie d'être aimée par ses supporters. Et moi, j'espère surtout qu'à un moment ou un autre, on va pouvoir passer cette crise sanitaire, d'abord pour le bien de tout le monde et d'abord de ceux qui souffrent dans leur chair, mais aussi pour tous les amoureux du foot, parce que imaginez un Stade Malherbe de Caen capable de poursuivre sur cette lancée et arriver au mois de février-mars dans la peau d'une équipe capable de jouer le top 5, avec Pascal Duprat à sa tête, avec 20 000 personnes à Dornano. Ah oui. Ça peut changer quelque chose. Avec ce qu'on n'a pas eu depuis 3 ans. Quoi. C'est vrai. Ça donne envie. Christophe Lécuyer, on a tous envie, là. On est tous à peu près dans l'état d'esprit de Julien Caillard. C'est une évidence parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, comme vous venez de le dire, Julien. C'est solide. Voilà le premier bilan que moi, j'en tire du Stade Malherbe de Caen. J'ai presque envie de vous dire, il ne faut pas trop s'enflammer non plus, parce qu'on le voit, dès qu'il y a une petite baisse de régime, dans l'état d'esprit, dès qu'il y a une petite baisse de régime, dans l'impact que l'on met et dans l'envie collective, tout de suite, il se passe la deuxième mi-temps d'Amiens où on peut prendre 3 buts en 7 minutes. Enfin, Christophe, on est là-dedans. Hein.
Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut, oui, je suis tout à fait d'accord, il faut relativiser. Malherbe a encore une fois fait un clean sheet, donc il y a une certaine solidité qui se dégage de cette équipe, c'est sûr. Maintenant, voilà, attention, on aurait aussi pu prendre au moins un but face aux Amiénois, on en est tous conscients. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas dans le groupe au quotidien, mais de ce qu'il semble en ressortir, ça respire bien quand même. Oui, Ça respire voilà, bien quand même. il On le y a sent, une on le dynamique, sent. ça semble beaucoup plus sain qu'il y a un an, et surtout encore plus qu'il y a Il y a 2 2 ans et avec 3 ans. le conflit Ouais. qui existait à l'époque. Donc, et ça, je pense que le mérite en revient quand même à Pascal Duprat, parce que on a tous vu le nombre de journées de cohésion qu'il a organisé, ça en faisait sourire certains, il les a emmenés Mais ça sur marche. les plages du Oui, mais ça marche. débarquement, il les a fait monter dans les chars de la Seconde Guerre mondiale, il les a même emmenés à côté de chez moi à l'école des sapeurs-pompiers de Vire. D'ailleurs, vous étiez, non, ce jour-là? Voilà, faire des simulations incendie, etc. Ça en a fait sourire certains. Néanmoins, peut-être que si aujourd'hui il y a une telle force qui se dégage de ce groupe, c'est aussi lié à toutes ces journées de cohésion que le coach a voulu mettre en place. Et ça, là, il faut reconnaître que le mérite lui en revient. Les résultats sont plutôt là, effectivement. On ne gagne pas nos matchs 4-5-0. On n'est pas un rouleau compresseur, mais comme le disait Julien, on n'avait pas cette prétention-là cette année. Se retrouver là, aujourd'hui, avec un mercato qui, bon an, mal an, c'est plutôt pas si mal passé. Effectivement, ça tombe un peu du ciel quand même. Hein. Mercato, Julien Caillard, justement, du Stade Malherbe de Caen. 5 arrivées au final, avec la dernière. Hier, Steve Chamal, qui est arrivé blessé. On ne le verra pas avant le début de l'année 2021. Au mieux, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter au nouveau joueur du Stade Malherbe de Caen qui s'est engagé jusqu'en 2023. On a le jeune russe Molchan qui est arrivé également d'Enisei. Il a 19 ans. Il y a Johan Cour qui, lui, est déjà titulaire dans cette équipe. Est-ce qu'on a un mercato? Alors, évidemment, on compte les 9 départs ou prêts qui se sont succédés, le dernier en date étant celui d'Herman Moussaki du côté de Boulogne hier soir, tard dans la soirée. Est-ce que c'est un bon mercato? Est-ce que c'est le mercato qu'on pouvait attendre de la part du duo Olivier Piqueux, Johan Odlin, parce qu'on voit bien dans la manière de faire qu'il commence les relations de nouer entre les plus grandes maisons d'agents et Olivier Piqueux, avec qui il avait l'habitude de travailler, et quelques-uns comme Johan Odlin, parce qu'on l'a su il y a quelques jours. Johan Cour l'a dit, c'est par Johan Odlin qu'il a signé au Stade Malherbe de Caen. Est-ce que ça vous paraît un bon mercato, ça, Julien? Et franchement, on n'en attendait pas grand-chose de ce mercato. Hein. On avait tous compris que les souhaits de Pascal Duprat ne seraient pas intégrés à la réalité. Exactement. Donc, dans les faits, moi, je trouve qu'on est forcément agréablement surpris puisqu'on ne s'attendait à pas grand-chose. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Johan Cour, franchement, c'est pas Cour, c'est pas il comptera bien. Donc, Johan Cour, sincèrement, c'est la vraie recrue phare du mercato canet. Johan Cour, c'est lui qui vous offre 2 points supplémentaires contre Amiens. Bon, alors, il fait un beau geste, Gioacchini, il n'y a rien à dire. Mais ce petit elle est donnée juste comme il faut. Ce petit ballon de gauche dans le dos de la défense, c'est génial. Donc, non, moi je trouve que Johan Cour, c'est très bien. Je trouve qu'il y a aussi des recrues pour l'avenir. Je pense qu'on mise aussi sur la post-formation, avec bon an mal an une génération qui est probablement intéressante. Hein. Pascal Duprat a loué cette jeune génération dès cet été. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'état d'esprit de cet effectif. J'ai l'impression qu'au-delà des individualités, au-delà de ce qu'on a sur le papier, on est capable aujourd'hui de voir un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, parce que le foot, c'est aussi un sport collectif, et Pascal Duprat, a mis en place un collectif qui est capable de se dépasser, qui est capable d'avoir des joueurs qui combattent, qui se battent pour eux et pour les autres. Et donc, j'ai le sentiment que la réalité sur le papier, elle est un peu meilleure dans les faits parce que cette équipe se comporte comme un véritable collectif. Et je trouve que la réaction des joueurs au coup de sifflet final contre Amiens, il nous enseigne cette espèce de solidarité, de satisfaction collective, cette capacité à aller voir le COP, cette capacité à communier avec le COP, même si on est dans une crise sanitaire qui nous empêche d'avoir 20 000 personnes à Dornano. Et je trouve que tout ça, ce sont des éléments intéressants. Et encore une fois, le Stade Malherbe revient de l'enfer quasiment. Si ça s'était mal passé, on pouvait être relégué par la DNCG. Et aujourd'hui, on est 4e de Ligue 2 avec une équipe qui donne envie. Franchement, faut pas se plaindre. Christophe, les jeunes, on va y venir parce qu'il y a quand même pas mal de paris aussi dans ce mercato canet. On a de la jeunesse.
Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces paris-là, si ce n'est, encore une fois, que ce sont d'abord des joueurs qui ont été pris aussi de manière symbolique par Piqueux pour réussir à commencer à établir et à tisser sa toile au sein du Stade Malherbe et dans les réseaux. Ouais, bah, je pense que ça, vous pouvez vous le permettre quand vous avez déjà une base solide, une équipe qui tient la route. Après, vous tentez quelques paris. Effectivement, c'est audacieux. On en a tenté beaucoup des paris ces dernières années. Force est de constater que ça n'a pas souvent marché. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, bon, voilà, il y a Olivier Piqueux qui est là. Il a montré ce qu'il savait faire à Angers. Ça a souvent marché là-bas. Donc on recommence de la même manière. Clairement, ce sont les mêmes profils. On prend le départ d'Angers d'Olivier Piqueux il y a 14 ans. Il procède exactement de la même manière. C'est ça. Donc, on va lui laisser quand même du crédit à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, même si pour le coup, c'est vrai que c'est audacieux. Vous récupérez un joueur qui est blessé, vous récupérez un joueur qui a peu d'expérience du haut niveau. C'est vrai qu'encore une fois, sans faire de comparaison, quand on a tenté des coups comme ça avec Timo Stavinski ou Jan Ripas, voilà, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, à la différence près que Molchan parle déjà français. Et oui, ça, la barrière de la langue, effectivement, voilà. Oui, je suis complètement d'accord. La barrière de la langue, c'est extrêmement important au niveau de l'intégration pour pouvoir comprendre et se faire comprendre. Ça, c'est effectivement un facteur qui compte. Donc voilà, et comme vous avez déjà eu une ossature solide au départ, vous vous souvenez que quand on prend Jan Ripas, on le prend presque à l'époque comme le sauveur. On se souvient que son club jouait contre l'Olympique de Marseille. On était tous devant notre télé. On avait tous regardé. Aller apporter notre équipe. Là, le contexte est un petit peu différent. C'est qu'on se dit, bon, voilà, on a une équipe qui, bon an, mal an, va pas si mal depuis le début de la saison. On tente quelques coups. Ce qui peut se passer, c'est que ça marche. Bon, voilà. Et si ça marche moins bien, cette équipe-là, aujourd'hui, elle nous paraît compétitive pour pouvoir jouer un coup, être là. Donc, ouais, moi, je pense que là, on a tout à gagner dans cette histoire, dans le sens où on n'a pas un besoin vital, essentiel de ces coups. Hein, ça s'apparente à des coups. On n'en a pas besoin, un besoin vital dès demain. Donc, notre équipe, elle est là, elle tourne plutôt bien. Donc, ouais, pourquoi pas, c'est osé. C'est audacieux, mais ça peut marcher. Et puis, ce que je trouve intéressant. Ça peut marcher, effectivement. Sylvain ? Allez-y, Julien. Si je peux me permettre, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la réaction après Chambly. Parce que franchement, j'ai beaucoup lu et entendu que Caen avait perdu 2 points contre Chambly. Moi, je crois que Caen a gagné 1 point contre Chambly. Parce que la vérité, c'est que Caen méritait de perdre à domicile contre Chambly. Et franchement, la réaction, on l'a vu des Valenciennes. La défaite à Valenciennes, elle est très mal payée. Parce que Caen mérite sans doute mieux. Et derrière, il y a cette victoire contre Amiens. Donc, je trouve que cet effectif, en plus, il réagit. Quand il sait qu'il a mal fait, il réagit immédiatement. Et simplement, il faut qu'il se méfie de ce type de match contre Chambly. Il n'a pas de marge, cet effectif. Quand il attaque le match la fleur au fusil, ou quand il n'est pas à 100% dans la tête, même contre le 18e de Ligue 2, ça passe pas. Mais par contre, quand il est dedans, psychologiquement, mentalement, il est capable de beaucoup. Donc voilà, il faut éviter les up and down dont on parlait tout à l'heure. Il est très difficilement maniable quand il est concerné. Ouais. Et je crois qu'il est à l'image de Duprat, quand tout le monde est tourné vers le même objectif, quand tout le monde est solidaire, quand tout le monde est dans ses valeurs de combat, ça peut aller loin. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Et puis, louons quand même Pascal Duprat. Franchement, le mec, il fait 6 la saison dernière sur la partie qui est la sienne. Et là, il est 4 aujourd'hui. D'ailleurs, on a quand même connu 2-3 entraîneurs avant lui. C'était pas le même niveau. Absolument. Donc Duprat, il va quand même avoir beaucoup de travail parce qu'on parlait tout à l'heure du retour d'après-trêve des Havrais qui ne jouent que des formations jouant le maintien. Eh bien pour Caen, c'est strictement l'inverse parce que déplacement à Niort le 17 octobre, réception de Guingamp le 24, déplacement ensuite du côté du Paris FC le 31. Là, ça fait 3 bons tests, Christophe. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. On va sûrement y voir plus clair après ce mois-là. Je pense qu'à la fin du mois d'octobre, oui, on y verra plus clair. Évidemment, ouais, parce que ça va être des vrais tests. Parce que effectivement, bon, pour l'instant, il y a eu du bon, il y a eu un petit peu de moins bon contre Chambly, par exemple. Bon, voilà, on ne s'est pas encore véritablement testé. On va voir si Malherbe a vraiment du répondant. On va voir si Malherbe, comme après son revers à Valenciennes, a la capacité, si ça se passe moins bien sur un match, à réagir immédiatement sur le match suivant. Donc, clairement, je pense que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait de ce début de saison. On a vu des choses intéressantes, mais on est resté parfois un petit peu sur notre faim. Bon, voilà, là, tout va s'enchaîner en l'espace d'1 mois. Donc, effectivement, on y verra plus clair. On saura vraiment ce que vaut cette équipe du Stade Malherbe.
Exact, on a hâte d'être au 31 octobre après ce déplacement au Paris FC pour les 3 prochaines journées de Ligue 2. On file dans le foot régional. Il y avait 4e tour de Coupe de France et comme à chaque fois, chaque année, il y a eu des surprises. Mais messieurs, j'ai l'impression qu'il y en a eu plus que d'habitude et des bien plus grosses. La première d'entre elles, c'est l'élimination de l'US Granville, vieille habituée des parcours en Coupe de France, battu du côté de Flers, le Flers de Tony Rouillon qui s'est imposé 2-1. Du côté de la Haute-Normandie, de l'ex-Haute-Normandie, Adrien Casanova, il y a eu quelques matchs très serrés. Il y a eu l'élimination de Dieppe par Évreux dans un joli match de National 3. On en pense quoi de ce 4e tour du côté des départements de Seine-Maritime et de l'Eure, Adrien? Globalement, ça a été un 4e tour plutôt bon entre guillemets pour les clubs de Seine-Maritime. Alors oui, on parlait de l'élimination de Dieppe qui avait fait un parcours remarquable l'an passé. Ça, c'est dommage pour cette équipe. Mais sinon, tous les représentants, on va dire, Seine-Marins et puis aux Normands ont plutôt bien réussi ce 4e tour. 11 qualifiés sur 26 pour la Seine-Maritime et pour l'Eure. En Seine-Maritime, notamment, on a Luneray qui est passé, qui a fait respecter la hiérarchie, Pavie également, Bolbec, face à des équipes inférieures, tout ça ne sont pas tombés dans le piège. Le seul petit ombre au tableau, c'est Yvetot, qui est tombé sur la pelouse de Pont-Audemer au penalty. Donc Yvetot, une équipe de Régional 1 contre Pont-Audemer, une équipe de R3. C'est la seule fausse note, on va dire, entre guillemets, de ces équipes de Régional 1 à Régional 3 en Seine-Maritime. Mais après, globalement, la hiérarchie a été respectée un petit peu partout. Christophe Lécuyer, dans le Calvados, vous l'êtes avec Vire, votre AF Virois qui est passé au tir au but dans la Manche du côté d'Équeurdre-Villeneuve. On a le Calvados qui est leader en termes de qualifiés pour ce 5e tour. 8 représentants viennent du Calvados. On peut rappeler aussi donc les 6 de la Seine-Maritime, les 5 de l'Eure, les 4 de la Manche et les 3 de l'Orne. Notons que c'est assez rare pour être souligné. Il y a encore 3 équipes qualifiées dans l'Orne avec le FC Flers, l'US Alençon et la Ferté-Massé. C'est assez rare et c'est à saluer pour les Ornais qui auront donc 3 représentants. Christophe, un mot sur le piège absolu que représente ce 4e tour. On a l'impression en parallèle qu'on est au mois de janvier avec l'entrée en liste des équipes de Ligue 1 en 32e de finale face aux nationaux. Ouais, c'est ça. Effectivement, nous, on est humble. On sait qu'on a failli passer à la trappe. En l'occurrence, faut savoir le reconnaître. Et je le dis en toute honnêteté, je pense même qu'Équeurdreville, sur la totalité du match, méritait presque plus de passer que nous. Donc, faut savoir le dire. Et oui, je sais même pas si on peut parler de traquenard en fait, parce que c'est pas très valorisant de parler de traquenard par rapport aux équipes que vous affrontez. Vous savez, moi je dis toujours quand vous jouez des équipes de district, avec tout le respect que j'ai pour les équipes de district, évidemment, mais vous entraînez pas de la même manière. Vous entraînez une fois ou 2 par semaine. Mais quand vous commencez à jouer des formations je dirais R3, mais surtout R2, R1, ces équipes-là s'entraînent 3 fois par semaine, presque comme vous, à une séance près. Elles savent jouer au foot. Les entraîneurs sont compétents, c'est des techniciens diplômés, ils savent préparer les matchs. Et clairement, oui, je dirais pas de traquenard, c'est des matchs pièges parce que vous avez beau vous préparer comme il se doit. Moi, j'étais présent à Équeurdreville, mon coach a fait la causerie qu'il fallait, comme sur tous les tours de Coupe de France, comme Johan Gallon l'a dû le faire à Flers. Sauf que très souvent, ça marche. Et puis parfois, vous êtes mis en difficulté, mais vous avez aussi le droit de tomber sur une équipe qui fasse un vrai match de coupe. Ça a été le cas pour nous d'Équeurdreville, ça a été le cas des Flériens face à Granville. Ça fait même 3 buts à 1 Flers contre Granville. Donc voilà. Mais vous avez le droit de tomber contre une équipe qui sort un gros match, qui sait se transcender. Et puis encore une fois, les coachs des équipes hiérarchiquement supérieures, certes, vont préparer le match comme il le faut, mais à un moment donné, presque pour habitude, c'est ça le danger, presque pour habitude, d'autres problèmes. C'était le cas de Granville depuis plusieurs saisons. Ça a été notre cas aussi. Moi, ça fait 5 ans qu'avec le club de la Virois, on négocie très bien les matchs contre des équipes hiérarchiquement inférieures. Et là, on a été mis en difficulté parce qu'un jour, même si la causerie est bonne, vos joueurs, peut-être naturellement, tombent un petit peu dans la facilité, pensent que finalement, ça va être qu'une formalité puisque ça l'a été l'année dernière, sauf qu'un jour, vous tombez sur une équipe qui vous sort un vrai match de coupe et vous êtes mis en difficulté. Ça a été notre cas à Équeurdreville puisqu'il a fallu passer par la séance de tir au but pour se qualifier.
Ouais, exactement. Et c'est loin d'être simple. Ces tours de Coupe de France qualifiés, se retrouveront lors du prochain tour. 26 qualifiés auxquels on ajoutera les deux équipes de National 1 qui rentreront encore au tour suivant pour sortir les 8 dernières équipes de Normandie qui auront droit d'aller disputer le premier tour national dans quelques semaines. Mais avant cela, donc, il y aura tirage au sort demain à midi du côté de la Ligue de Normandie de football pour ce 5e tour, évidemment, tirage à retrouver sur tendanceouest.com. Un dernier mot, messieurs, c'est un peu notre fil rouge depuis 15 jours, 3 semaines. À présent, on va conclure rapidement là-dessus. On parle beaucoup d'une éventuelle deuxième liste à se présenter devant le président sortant Pierre Leresteux qui a fait acte de candidature pour un nouveau mandat à la Ligue de Normandie, Adrien Casanova. On sait que le leader d'esprit, en tout cas, de cette potentielle deuxième liste, c'est Romain Ferré, le nouveau dirigeant du district de Seine-Maritime. Où ça on est? Parce qu'on est à 24 heures quasiment du dépôt officiel et ultime de cette éventuelle liste. Est-ce qu'elle est faite ou pas, selon vous? Je pense que oui, je pense que ça avance bien de son côté. Alors, il est difficilement joignable ces derniers jours. On n'a pas vraiment réussi à le contacter, mais aux dernières nouvelles, je sais que mercredi dernier, notamment, il était en Basse-Normandie pour prospecter un petit peu et notamment essayer de trouver des personnes pour sa liste. Il ne veut pas une liste uniquement aux Normands, il veut justement des représentants un petit peu de toute la Normandie, basse et haute. Donc, oui, je pense que c'est en bonne voie et qu'ils devraient, à mon avis, déposer leur dossier sous peu, si ce n'est déjà fait. Julien Caillard, vous y croyez à cette deuxième liste ou vous pensez que Romain Ferré ne va pas avoir le temps de la faire? Parce que le délai est extrêmement court. Écoutez, je ne sais pas s'il va pouvoir la faire ou pas. Qu'une deuxième liste, ce serait un peu plus de démocratie. Ce serait l'occasion d'être projet contre projet, de savoir ce qu'on veut faire pour le foot normand dans l'avenir. Et ça ne me déplairait pas que chacun puisse se positionner, perspective qui serait présentée par l'une et l'autre liste. Maintenant, ce que je souhaite aussi, c'est qu'à travers cette élection, on puisse en finir avec cette espèce de guéguerre normande entre bas et haut normand. J'ai la liste de la haute Normandie contre la liste de la basse Normandie. Il doit y avoir deux listes. J'espère que les deux listes seront dans l'idée de faire en sorte que ce soit le foot en Normandie qui avance. Et Dieu sait qu'il y a, avec cette crise sanitaire, des problématiques à régler, des petits clubs qui sont en difficulté. Je voyais encore dans la presse ce matin que des filles du côté de chez moi, du côté de Vieux, je crois, ne peuvent pas jouer au foot parce qu'il y a de sombres problématiques avec la Ligue. Voilà, moi j'espère que tout ce petit monde a envie d'œuvrer pour faire progresser la pratique du football, la pratique sportive dans la région. J'espère que ça n'est pas simplement une opposition entre anciens de la haute et anciens de la basse Normandie. Et puis s'il peut y avoir de listes, tant mieux, ça permet de confronter les projets, puis ça permet à chacun de se positionner. Eh bien, on verra ça. Ce sera demain soir, donc l'ultime jour pour potentiellement se déclarer candidat à la présidence et donc à la direction de la Ligue de football de Normandie. Merci, messieurs, d'avoir alimenté ce nouvel épisode du Club Foot. Merci, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à Christophe Lécuyer d'RMC Sport et merci à vous, Julien Caillard d'RTL. Passez une excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest et surtout une semaine foot. Ça va de soi. Allez, salut.